Alors, nous allons commencer cette émission avec Mika. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui regardaient l'émission Good Morning America au réseau ABC. Alors, si vous étiez matinal ce matin, vous avez peut-être vu devant une foule en plein Central Park, Mika, en direct, qui chantait pour les New-Yorkais. Et il est ici, sur notre plateau, à Montréal, au 125 Marianne, ce soir. Et on a demandé à notre ami Thomas Leblanc, qui est à New York, d'aller à Central Park et de filmer un peu ce que ça donnait, donc, la prestation de Mika en plein cœur de Central Park pour Good Morning America. On regarde ça et Mika vient nous rejoindre. Alors voilà, alors je vais inviter Mika. Mika, est-ce que vous l'aviez vu? Est-ce que vous aviez vu les images de ce que vous avez fait ce matin? Non, et je viens de cacher mon visage. Parce que c'est une forme de torture douce. Parce que, en fait, je pense que quand je revois une performance à la télé, je sais pas, c'est probablement parce que je suis assez obsessif, compulsif, et à la télé, on ne peut pas contrôler tout, spécialement quand on est en train de chanter. Ouais. Et donc, ça me rend très mal. Mais vous avez eu le temps de voir quelque chose qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas aimé dans ce que vous avez vu? Non, j'ai regardé un peu, c'est pas ça. En général, j'ai beaucoup aimé. Ouais. Le public, ils ont attendu depuis 3 heures du matin. Et il faisait beau. Moi, je suis arrivé hier soir de l'Italie et j'étais dans un sorte de nuage de jet lag. Mais je dois dire que ce matin, c'était un moment assez délicieux. Ça peut être un peu dur, les matinales. Mais là, aujourd'hui, dans le parc, c'était beau. Oui. Alors, ces gens-là qui sont allés vous voir, ils sont allés parce qu'ils vous aiment, parce qu'ils sont des fans. C'est pour ça qu'ils se sont levés à 3 heures du matin et qu'ils sont allés attendre la prestation. J'aimerais un peu... D'abord, vous parlez combien de langues? Non, moi, je parle... Aussi bien que le français. Alors, l'anglais et le français. Je parle l'espagnol, mais vraiment, vraiment bien. Et ensuite, j'ai appris l'italien assez rapidement, d'une manière très intense, pendant 2 mois. Et ça a complètement viré l'espagnol de ma tête, parce qu'il n'y a pas trop de place dans mon cerveau, et donc c'est limite 3 langues, et quand il y a la 4e qui arrive... Ouais. Et puis l'italien prend la place, hein. parce que vous avez beaucoup de fans en Italie, c'est important dans votre vie. Vous faites une émission de télévision. Je fais de la télé, j'écris, ça fait en fait, tout a commencé parce que je faisais toujours une tournée un peu partout. Ça fait 10 ans maintenant que vraiment je suis presque en tournée constante. Mais moi, j'ai commencé à écrire pour des journaux italiens. C'était La Repubblica, il y a 6 ans maintenant, 5 ans. Mais ensuite, maintenant, j'écris pour Corriere della Sera. Et ça, je ne sais pas pourquoi, il y a toujours eu une sorte de... J'étais toujours en train de faire quelque chose en Italie. Ouais. Et j'ai commencé à faire... Quelle sorte de choses? Moi, je parle de tout. Je parle de ma famille, je parle des problèmes du sida, des problèmes de protection en Italie, je parle de la jeunesse, je parle un peu de tout. Oui. Un engagement, quand même. Il y a un engagement. Oui, absolument. Vous êtes quelqu'un d'engagé socialement. Par rapport au mariage gay, par rapport à l'homosexualité, dont je ne veux pas vous mettre les mots dans la bouche, mais il y a quand même... Oh, mais vous l'avez fait. Non, mais vous avez dit protection, vous avez dit... Je sais pas. Non, mais vous avez complètement raison, Ouais. mais pas d'une manière politique. Ouais. C'est juste d'une manière... je suis juste curieux. Et je pense que moi, je me considère pas que j'ai plus de connaissances que juste quelqu'un d'autre de mon âge à 31 ans dans la rue. C'est juste que si j'écris, vous êtes complètement dingue, il ne faut pas que vous êtes complètement con. La 50% ou 56% des jeunes qui sont en train d'avoir du sexe n'utilisent pas de la production en Italie, mais vous êtes con, quoi. Si moi j'écris ça dans un journal assez sérieux, ça peut avoir un sorte d'effet. Oui, parce que vous êtes très, très connu. Alors, vous êtes connu d'abord et avant tout comme un chanteur pop? Oui. Oui, c'est ça la première chose de Mika. Alors, moi, ouais. je suis un musicien. Oui. Et je suis un chanteur. J'ai commencé dans la musique classique quand j'avais 9 ans. Et ensuite, mais moi, je voulais toujours écrire des chansons. Et parce que pour moi, ça me donnait un sentiment
de valeurs. C'était comme je sais pas, c'était comme un truc magique qui allait me donner la possibilité d'échapper. Et d'échapper des circonstances que je n'aimais pas, parce que j'étais un peu un enfant un peu maladroit, un peu qui se sentait un peu à part tout le temps. Et donc la musique, pour moi, c'était une chose parfaite, où je pouvais un peu me redonner un sentiment de valeur. Et j'ai commencé très jeune. Ils m'ont viré de l'école à l'âge de 9 ans. Je ne suis pas allé à l'école pour presque un an. J'ai commencé à étudier et 9 mois plus tard, j'étais en train de chanter à l'Opéra Royal à Londres. Et c'était comme ça que Donc, un j'ai fait ça. surdoué, quand même, il faut dire. Non. Pour chanter à l'Opéra Royal à Londres, à Londres Ouais, à cet mais âge-là. Mais... C'était pas ça, c'était les circonstances qui ont provoqué quelque chose assez extrême. Parce que j'allais pas à l'école, il y avait une mère libanaise, Ouais. syrienne, libanaise, américaine, qui était au-dessus de moi en train de me faire travailler 4 heures par Une jour. mère, c'est elle qui poussait? Absolument, moi je voulais pas le faire. Hein. C'est la mère, donc? C'est votre mère qui vous a À poussé? 150%. Oui, oui. Mais moi je voulais pas le faire. OK. Mais vous avez parlé d'elle sur le plateau de Laurent Ruquier. On n'est pas couché. Bon, vous dites qu'elle était en coulisses, je pense, mais Oui. en fait, vous disiez des choses quand même. Bon, puis c'était un contexte. L'entrevue était longue. Il y avait tout un contexte. Moi, je vous saute dessus comme ça. Mais vous disiez que votre mère, elle vous aurait aimé autrement, d'une certaine façon. Ouais, peut-être un tout petit peu plus traditionnel. Oui. Comme ça, je pourrais avoir une bonne femme, une femme, famille. une jolie jeune femme avec des enfants et tout ça. Mais je pense que 90% ou 95% d'elle, elle est complètement ravie avec moi. Mais il y a toujours ce petit pourcentage qui aimerait bien avoir un peu plus de normalité. Ouais. Et pour cela, je peux pas... Je dois dire qu'elle a complètement raison dans un sens, mais au fur et à mesure, je pense que ça va trouver son équilibre et elle va dire. Mais aussi, c'est un peu dur pour elle parce que moi, je suis le garçon qui s'est échappé au cirque, mais qui a pris toute sa famille avec lui. Ouais. Et donc, j'ai un peu gâché. C'est très excitant, mais aussi en même temps, j'ai un peu gâché la normalité de ma famille. Bon, alors, vous avez une sœur, elle compte beaucoup. Vous faites à Londres, Oui, votre sœur, ma sœur vous avez un Yasmine. rapport créatif très, très important avec elle. Oui, on dessine Oui. ensemble, on fait tous les décors ensemble, on fait mes pochettes de disques, les posters, les affiches, tout. Oui. Vous habitez ensemble? Non. 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 Elle habite à Londres. Elle habite à Londres, à 10 minutes de moi où j'habite. Et ensuite, elle s'est échappée de moi. Elle voulait plus que je sois trop proche, parce que je la faisais trop chier. Et donc, mais c'est tellement con ce qu'elle a fait. Elle est partie à New York. Elle a loué un appartement qui coûte une fortune, un petit appartement, un studio, un truc de merde, mais qu'elle paye une fortune. Et ce truc, il est toujours vide. Mais c'est sa manière d'imposer une sorte d'indépendance. Et comme ça, dans sa tête, elle se dit, j'habite très loin il y a un océan entre moi et Mika. Et comme ça, c'est pour ça que c'est échappé. Ouais. Mais franchement, elle est en train de gaspiller de l'argent. Je lui ai dit, pourquoi tu ne viens pas chez moi? Alors, vous êtes une star internationale, en même temps hyper accessible. Vous venez ici à cette émission. Vous êtes arrivé ici en Bixi. Il n'y a pas la distance. Parce que vous êtes quand même une assez grande star, non? Dans plusieurs pays, ils ne se rassemblent pas dans Central Park comme ça. Le Parc des Princes, on va voir le concert là, à RTV. Vous êtes super connu, mais on sent quand même quelque chose de très accessible. Même quand on vous parle, vous avez gardé ça, vous faites des choix comme quelqu'un qui ne serait pas une aussi grande star que celle que vous êtes. Mais en fait, je fais une sorte de pop qui est très fait à main. J'ai toujours travaillé d'une manière qui est très fait à main. Et de temps en temps, il y a des moments où ça devient des tubes, il y a de temps en temps où il y a des moments où c'est beaucoup plus discret. Mais je pense que de garder une sorte de simplicité dans la vie, ça garde le cœur léger. Et je me souviens aussi toujours de... Alors, par exemple, un jour, j'étais jeune et j'étais en train d'aller... je rentrais de l'école et je m'assis sur le métro. Et je n'étais pas aussi jeune que ça, j'avais quand même 15 ans ou 16 ans. Et je vois Helena Bonham Carter, l'actrice anglaise. Je la regarde sur le métro et je me dis, mais putain, elle est tellement cool. Elle était exactement comme elle est, toute belle, toute dingue. Assis sur le métro et je me dis, mais je veux être comme elle un jour. Ouais. Je veux être cette femme qui... Bon, je veux pas être cette femme, mais je veux être comme elle, comme ça. Et aussi, je pense que c'est peut-être la musique classique. Parce que dans la musique classique, c'est aussi le côté... Parce que j'ai commencé dans le théâtre.
sur la scène. Il y a Ouais. une démocratie qui s'impose, qui est bien parce que c'est beaucoup plus facile d'être créatif. Mais aussi parce que je viens d'une famille de 5 enfants, avec une mère libanaise, avec un père américain, avec 9 tantes et avec une grand-mère qui fait peur à tout le monde. Et franchement, si on grossit trop ici, il y a quelqu'un qui va venir te claquer OK. assez dur. Alors, on a parlé famille. Pendant qu'on parle, on met en ligne des liens vers vos chansons. Le hit absolu, votre hit absolu, c'est lequel? Ça dépend. Alors, par exemple, ça dépend. Par exemple, dans le nombre d'endroits où c'était numéro un, une chanson comme Grace Kelly, par exemple, c'était numéro un dans beaucoup d'endroits. Mais, cela dit, il y a des autres chansons qui deviennent et qui sont beaucoup plus utilisées, par exemple, dans des films. Moi, je pense que par rapport à Central Park, la raison qu'il y a tous ces gens là-bas, parce qu'ils ne me jouent pas beaucoup aux États-Unis sur la radio, en fait, ils me jouent Mais pas il paraît du qu'il y tout. avait beaucoup d'étrangers dans la foule qui était là. On Il y avait un beaucoup d'étrangers. Beaucoup d'étrangers. Beaucoup d'étrangers. Et aussi, il y avait mais aussi les Américains là-bas, c'est parce que ma musique, elle est utilisée dans les films et dans la télévision. Et ça, c'est un peu... Ça m'aide énormément. Alors, l'utilisation... Mais par exemple, s'il y a un tube comme Grace Kelly, ça va être utilisé moins. Parce que c'est déjà trop, tu vois, c'était déjà mangé. Les gens ont déjà bouffé la chanson. Et donc, il y a des autres chansons qui deviennent beaucoup plus utilisées au fur et à mesure. Votre père, on en parle un peu? Ouais, pourquoi Oui. pas. Alors, votre père, Il s'appelle Michael Holbrook Pennyman. Ouais. Et moi, je m'appelle Michael Holbrook Pennyman Jr. Oui. Alors, il a été... c'est un Américain. Il y a beaucoup de contrastes. Vous êtes très... Il y a beaucoup de choses dans votre héritage, en fait. Hein? Il y a beaucoup de choses. C'est riche, un héritage comme ça. C'est un vrai Américain, votre père. Mon père, à travers toute cette famille libanaise, syrienne Ouais, qui absolument. vit à Londres et tout ça, Oui, qui vit à Paris. c'est ça, et les la gens- grand-mère et tout. Il y a un vrai Personne en parle. Américain pur et dur. C'est ça, absolument. Et Ouais. personne n'en parle. En fait, sa mère était Daughter of the Revolution. Alors, wasp, totalement. Avec tous les problèmes qui viennent avec ça aussi, je dois dire. Elle avait une vie comme une conte de fées aussi, et très triste et mélancolique en même temps. Elle était très, très belle. Son mari était un homme qui était presque comme un diplomate. Il travaillait avec le gouvernement aux États-Unis. Et mon père était né donc un peu partout dans le monde entier. Il est américain, mais il était né à Jérusalem. Et ensuite, il a grandi au Caire. Et ensuite, à Rome, ensuite partout. Donc, c'est pas un Américain américain. C'est quand même Mais un Américain qui a un parcours assez... Je veux dire, je veux pas dire que les Américains sortent pas. C'est pas que je veux dire, ce que je veux dire du tout. Mais c'est quand même un Américain qui a un parcours hors du commun. Ouais, mais c'est Plus ça, international. Et lui aussi le porte, ce côté-là. Mais moi, je pense qu'en fait, ça, c'est l'Amérique. Oui. Et c'est pour ça qu'il était tellement attiré par cette première génération d'Américains de ma mère. Ils se sont rencontrés 2 fois et ensuite il a demandé de la marier. Mais la deuxième fois qu'ils se sont rencontrés, c'était en croisant la rue à New York. Et je pense que ça, c'est aussi le côté des États-Unis, des gens qui peuvent avoir ce mélange de toutes ces cultures, de tous ces endroits, et de vivre un peu partout, mais surtout, ils se considèrent comme des Américains. Mon père se considère absolument comme un Américain. Où est-ce qu'il vit maintenant? Maintenant, il habite à Londres. Avec Il la habite à Londres. famille? Avec la famille, oui. Ah, oui, d'accord, il est là, lui. Ouais. Qu'est-ce qui a été otage au Koweït? Oui. Alors, je ne sais pas pourquoi, on a eu une habitude, chaque fois qu'il y a une guerre, quelque part, il y a quelqu'un dans ma famille qui est coincé là-bas. Et dans un sens ou l'autre. Et je dis ça en souriant, mais en fait, c'est vrai. Par exemple, moi, mon père, il est envoyé avec avec ma petite sœur, qui était toute jeune, elle avait 1 an, et avec l'autre sœur, elle avait 3 ans, 4 ans, à Beyrouth, au plein milieu de la guerre. Et moi, je suis né au plein milieu de la guerre en 1983. Et d'une période très dure et très triste à Beyrouth. Et ensuite, on est parti, on était évacués, on est parti à Paris. Mon père, un jour, il reçoit un coup de fil, encore la même banque, qui lui dit « Tu dois aller travailler, tu dois fermer, on est inquiet qu'il y a quelque chose qui va se passer à Koweït. » Alors, il y va, encore une fois. Et il y va et tout d'un coup, il reçoit un coup de fil dans sa chambre d'hôtel et ils disent
C'était un ami à lui qui a dit, il y a 2 mecs qui vont arriver. Ils sont habillés, c'est des bédous. Et les bédous ils sont arrivés, ils vont être tout en blanc. Ils vont te demander ton nom et tu les suis. Et, et si tu les suis, ils vont t'amener quelque part et ils vont t'amener dans le désert et tu vas pouvoir éviter ce qui va se passer. Il a dit, mais lui, il était un peu perdu. Et juste au moment, il est dans le lobby, il est le dernier, et tout le monde est en train de dire, il y a le représentant de l'ambassade des États-Unis qui dit, si tu viens pas maintenant, t'es foutu. On ferme la porte, tu dois décider. Et lui, il quitte juste au moment où ces 2 bédous sont là-bas en train de lui attendre. Et il va à l'ambassade des États-Unis où il est coincé avec comme 19 autres gens pendant 8 mois, parce que c'était l'invasion de Saddam Hussein pendant la première guerre du Golfe. Et ils n'avaient rien. Hein. Ils n'avaient absolument rien. Et c'était une période assez dure, très très dure en fait pour notre famille aussi, parce que nous, à la maison, on regardait ça avec ma mère et tout d'un coup, tout ce qu'on prenait un peu comme cette vie qu'on avait, on avait loué un appartement dans le 16e, on avait une vie assez je sais pas, assez belle. Tout ça a été gâché, on a tout perdu. Il est rentré, mais après, il a dû gérer les conséquences, finalement. Et c'était comme... Il avait changé, on a vu ça. Il était tout maigre, il avait une barbe. Ça a pris des années, vraiment, qu'il rentre. On l'appelait Mike. On ne l'appelait plus papa, on l'appelait Mike. Et on regardait CNN tous les soirs. Ma mère nous faisait faire des prières tous les soirs. C'est pour ça que... Comment on dit ça, the rosary? Un rosaire. Le rosaire, je ne veux jamais en voir encore depuis ce moment-là, parce que j'en ai fait tellement avec ma mère. Mais à la base, c'était une expérience qui nous a déstabilisés profondément. On a tout perdu, on a échappé des huissiers, on est arrivé à Londres, on a recommencé. Mais au même temps, on a compris, moi et mes frères et mes sœurs, qu'il ne faut rien prendre, rien n'est trop stable. Tout ce qu'on prend, un peu comme si ça va être là tous les jours, on peut tout perdre très facilement. Qu'est-ce que vous pensez maintenant de la situation actuelle au Moyen-Orient? Alors, je pense que c'est une situation extrêmement triste, extrêmement dure. Je suis en train vraiment de parler de ce qui se passe en Syrie, avec les millions qui sont déplacés, avec les millions qui sont morts, avec la pression que ça met autour, dans tous les endroits autour de la Syrie, au Liban, bien sûr aussi. Et aussi avec la manière que c'est tellement dur à imaginer une solution, une bonne solution. Mon père, il est assez obsédé par le fait qu'il pense que ça va prendre beaucoup de temps. C'est une guerre qui est un peu partout dans le monde arabe, et il compare ça à la Grande Guerre européenne qui a duré 30 ans, je pense. Et je sais pas, je sais pas où commencer. Qu'est-ce que je pense? Je pense que c'est extrêmement triste. C'est dur à comprendre. Mika, merci. Vous restez avec nous? Vous restez oui, avec nous? Oui, je reste. Vous restez ici? Oui. Vous êtes ici? Mais comment est-ce que je peux répondre à une question comme ça sur le Moyen-Orient? Non, mais en même temps, c'est dur. J'ai pensé que dans votre famille, il y avait vous portiez quand même quelque chose de proche. Quelque chose où vous devez le ressentir. On peut pas je sais que c'est une question qui est immense et puis c'est une question qui est très délicate. Puis c'est une question qui demande beaucoup de développement. J'espère que vous me pardonnerez de l'avoir posée. Non, ça va. Mais en même temps, il y a quelque chose dans votre parcours qui est assez exceptionnel. Je ne suis pas optimiste. C'est ça le problème. Et quand je dis que je suis triste sur cette situation, je pense que la plupart des gens sont extrêmement tristes parce que c'est dur à voir une solution. C'est dur à voir la solution. C'est dur à voir l'optimisme. On revient tout de suite avec Serge Chapleau et avec Mika.